Il y a justement 6 mètres de plongée à l'aplomb et ensuite une pente comme ça qui permet d'aller presque 50 mètres un peu plus loin là-bas. Ouais. Et ensuite de nouveau 6 mètres. De nouveau 6 mètres, Ouais, et après il m'avait dit qu'il y avait une cloche d'air, c'est ça? Ouais, lui, comme il descend en apnée, habituellement, en apnée, ouais, les premiers trucs, on le fait soit avec des micro-réserves d'air, soit vraiment avec les bouteilles, mais c'est assez encombrant pour manipuler. C'est des espaces qui sont très contraints. On n'est pas en pleine mer, donc on ne peut pas naviguer avec les palmes tranquille. Mais lui, du coup, ouais, il fait en apnée, il se reprend 2 fois. À 50 mètres là-bas? Ouais, quasiment, un petit peu moins. Des naissins, ça c'est des 6 semaines, 4 semaines ça. Ils sont arrivés de Vendée tout à l'heure. C'est des bébés huîtres qui sont arrivés de Vendée ce matin. Et on va les installer du coup en éprouvette tout à l'heure et de manière à pouvoir réactiver une culture d'huîtres qu'on pourra récolter dans 3 ans. Les huîtres, c'est 3 ans de maturation. Pour arriver à une huître équivalence taille 2, à peu près, c'est 3 ans. Ouais. 2 ans et demi, 3 ans d'affinage. J'aime bien montrer parce que je trouve que c'est quand même beau. Voilà l'existence de la vie. Il y a même un petit bigorneau dedans. Il y a un petit bigorneau. Oh, je sais pas, là, une petite famille. Une famille nombreuse. Il y a une petite famille nombreuse. Voilà, il y a une bande de potes. Je veux dire, là franchement, je peux te dire le chiffre, il y a une bonne bande de potes. Ça va être bien cool, là. Pendant 3 ans, ça va être la grosse coloc. Ça va être super. Implanté, ouais, là on en a posé toute la journée déjà, et là on va mettre les 2 dernières éprouvettes. Ouais, c'est dans les catacombes, c'est une réserve d'eau. Aller chercher et aller inventer les sous-sols, c'est peut-être être capable non seulement de cultiver des huîtres, mais de cultiver des nouveaux récits. Ce qu'on va faire ensemble ce soir, par extraction, par dégustation, c'est créer un récit collectif qui nous permettra de nous dire, tiens, sous nos pieds, on ne pense pas assez, j'imagine quand on est pressé, quand on roule, on ne pense pas assez à ce qui se passe sous nos pieds. Et bien sous nos pieds, il y a peut-être un terrain de fertilité. On est le collectif Dakota, c'est un collectif qui est, on pourrait dire, une agence d'alter-réalité. On a envie un peu de jouer avec le réel, de le prendre dans nos bras, les soirs d'orage, de lui faire des câlins ou de lui dire des mots doux à l'oreille. Et du coup, modifier le réel, c'est aussi modifier notre rapport aux choses et arrêter de dire mais non, c'est pas possible. Il faut imaginer que du coup là, on a quand même 7 mètres de plonge. Du coup, à l'aplomb du point sur lequel on va harnacher Neil. Donc Neil, c'est un plongeur professionnel. Il rentre de Martinique, il plonge avec les requins. Il vous racontera un petit peu sa vie de plongeur juste après. Là, du coup, voilà, on se l'est un peu approprié. On l'a fait venir du sud de la France parce que c'est un féru à la fois de plongée, de spéléologie et de spéléologie urbaine. C'est une discipline qui se connaît assez peu, mais qui est aussi la base. C'est un petit peu la base du pourquoi, du comment on en est arrivé ici. Quand on travaille dans des lacs et dans des rivières, c'est plus facile, mais là les accès en égout, il vaut mieux être équipé parce que je vous avoue qu'on remontait à la main. Enfin, Neil, moi je remonte pas, je descends pas, mais Neil remontait à la main et il se fatiguait pas mal. Neil, t'as oublié ta lampe? Parce que c'est hyper noir en dessous. C'est vraiment hyper sombre. Donc voilà, imaginez que là il est encore, là il est dans le vide, voilà, il est dans le vide, il a 5 mètres en dessous de lui. Je te redescends, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Et là, voilà, ça y est, il commence à être immergé dans l'eau. On le sent tout de suite, il y a beaucoup moins de tenue. Il faut imaginer que c'est un poids mort, du coup là ça y est, là il flotte. Ok. Et on descend. Prochain pour l'aller-retour. Voilà. 3 ans de maturation, ça se fait pas tout seul. Si on vous dit 2 ans, c'est que c'est de l'huile génétiquement modifiée. Globalement, 47% du littoral atlantique est en organisme génétiquement modifié. Ce qu'il faut ajouter à ça, moi j'aime bien faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Comment on en est arrivé là? Il y a une dizaine d'années, vous avez dû entendre parler, il y a eu une grande pollution sur le littoral français, plus particulièrement en Normandie et en Bretagne. Il y a eu des énormes pollutions à l'algue verte. Voilà, et du coup, il y a eu 2 choix qui se sont posés pour les gens qui se lançaient dans l'ostréiculture. Le premier, c'était celui de passer en OGM, et le second, c'était celui de faire différemment. Le lobbying en place
je vais faire un peu de politique, mais ça va être très court. C'est de la politique ostréicole, mais c'est important que vous soyez informés là-dessus. Le lobbying politique a plutôt tendance à inviter tous les producteurs d'huîtres actuellement de passer en OGM plutôt que de modifier la mer. Alors, vous allez me dire, oh, on va pas modifier la mer elle est pourrie, la mer elle est sale. Nous on pense pas comme ça. Au départ, on pense pas comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans un tel contexte que, en fait, il faut renforcer les spécimens pour qu'ils réussissent à tenir aux pollutions. Donc nous, c'était voilà, il y a 8 ans, on était avec des potes qui font des... Ouais, ça va? Ça se passe bien? Et il est remonté à la surface. Et du coup, l'idée qu'on s'est dit, c'est comme ça qu'on s'est dit, on était déjà dans la réflexion du consommer local, on était aussi vachement dans la réflexion du coup de comment faire par soi-même. Nous, on n'était pas du tout du milieu, on est juste... Oui, c'est bon? Je finis ma phrase et j'arrive. Et parce que je suis sur un champ vachement sensible, mais j'arrive. Et du coup, nous, on a essayé d'associer du coup l'idée du local, donc il fallait trouver des endroits qui nous permettaient de le faire localement, et l'idée du faire soi-même. On n'est pas des spécialistes, on s'est quand même un petit peu fait aider par des copains ostréiculteurs, et puis après on a cherché des endroits, et on va voir si ça a marché. T'es accroché? Ok, ça monte. Vous voyez là, il est sorti de l'eau. On sent tout de suite que ça tire nettement plus sur le mécanisme. Moi j'ai tendance à... Moi je... J'ai du mal. On va quand même voir un peu ce que ça donne. Ah oui, quand même. Alors, elles sont belles. Elles sont belles. Donc on a fait les démarches pour officialiser un petit peu plus notre protocole. D'abord parce que justement on n'a aucune vertu
à devenir du coup une expérimentation, vu qu'on est à l'état expérimental et qu'on n'a aucune vertu à devenir commercial, ça n'intéresse pas grand monde de monter une AOC, des huîtres, du salève, donc on s'en fiche. Ce qui nous intéresse autour de cette expérience, c'est de créer un cadre de croyance commune, celui de dire que si on cherche, si on gratte un peu, dans nos sous-sols, mais je pense aussi dans les espaces que sont nos quotidiens, on peut éventuellement trouver des champs des possibles. C'est l'idée de se dire qu'on peut se créer des nouvelles cultures communes, et puis surtout avoir nos petites spécificités si on en a envie. Je suis volontaire. Alors, ça y est, les volontaires. On veut des volontaires. Volontaire. Moi aussi. Ils sont bien. Généralement, les volontaires, c'est ceux qui parlent fort. Ils ont légèrement moins salé. Carrément même. Voilà. Moi aussi, je suis volontaire. Ceux qui viennent de la mer, ils sont bien salés. N'hésitez pas à prendre un peu de citron. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais de bonne huître sans un bon verre de vin blanc. Allez.